Alors, est-ce que tout... Hop. Hop là, bonsoir. Je vérifie si tout fonctionne bien techniquement. C'est bon, c'est bon. On me voit, on m'entend. Super. Hop, hop là. Bonsoir, je ne vais pas tarder à commencer parce que j'ai pas beaucoup de temps devant moi. J'ai énormément de choses à vous dire sur un sujet passionnant ce soir. La compatibilité amoureuse en astrologie, ça va être l'objet du cours de ce soir. Bonsoir aux personnes qui me rejoignent, bonsoir aux personnes qui sont là sur Zoom, bonsoir à celles et ceux, et j'espère et ceux aussi, à celles et ceux qui me regarderont ensuite en replay sur YouTube. Je suis hyper contente de vous faire cet astropour ce soir parce que c'est un sujet qui me passionne. Je pense que si je devais me reconvertir encore, s'il est possible, si c'est encore possible dans cette vie, l'ascendant poisson que je suis, si je devais me reconvertir, ce serait vers un sujet comme ça, ce serait autour du couple, des enjeux du couple, de la relation, parce que je trouve que c'est un sujet qui est passionnant en fait et dont on parle pas assez. Et du coup, ce soir, je vais vous en parler sous un prisme astrologique et vous verrez à quel point l'astrologie, pour le coup, c'est vraiment hyper sexy par rapport à par rapport à tout ce qui concerne les relations et que c'est d'une grande aide. Moi, je dis souvent que l'astrologie va sauver les couples parce que le couple, l'institution du couple, l'idée de couple est vraiment mis à mal. Hein. Je ne vous apprends rien, je pense. Qu'on est dans une époque où la question de pourquoi se mettre en couple, est-ce que ça vaut le coup d'être en couple, etc. Enfin, tous ces questionnements-là sont de plus en plus prégnants et que, ben, du coup, dans ce contexte, l'astrologie a vraiment une carte à jouer. Donc, pour toutes les personnes qui se disent qu'est-ce que je vais faire de mes connaissances en astrologie, qui envisagent d'être professionnels de l'astrologie et qui se demandent ce qu'elles vont en faire, et ben la thérapie de couple ou la relation de couple ou la préparation au couple, moi j'aime beaucoup parler de ça, de la préparation à la relation, c'est un sujet qui a le vent en poupe, c'est un sujet sur lequel ben voilà, vraiment j'invite des personnes à se positionner parce qu'aujourd'hui il y a pas vraiment encore de personnes qui incarnent ça, qui incarnent vraiment l'astrologue du couple ou le praticien de l'astrologie du couple. Donc, pour les personnes qui envisagent de se lancer dans l'astrologie, c'est vraiment le truc à faire. Alors, pour les personnes qui me regarderont après, que je me présente quand même un minimum, moi c'est Béline, je suis la fondatrice de l'Institut Astrologie Haute Vibration et je donne des cours tous les mercredis à disposition avant tout de mes élèves, mais aussi pour le grand public. J'ouvre généreusement ces cours au grand public pour faire en sorte de diffuser un maximum d'informations par rapport à l'astrologie, de démystifier l'astrologie, qu'on en ait de moins en moins peur, que c'est moins l'air de ce truc un peu mystique, un peu bizarre, que les gens aient accès en fait à comment on pratique l'astrologie, comment les praticiens de l'astrologie fonctionnent, raisonnent, etc. Et donc, bon voilà, ces cours-là ont vocation à vous montrer un peu l'envers du décor de comment est-ce qu'on travaille, comment est-ce qu'on se forme. Et puis, j'espère aussi que ça suscitera des vocations et que les personnes qui nous regarderont ce soir ou plus tard et enfin, les personnes qui tomberont sur cette vidéo auront envie de se lancer dans l'astrologie, de devenir praticien parce que ben voilà, c'est l'avenir, qu'il y a de la demande et que ben, c'est passionnant. Voilà, j'espère transmettre ma passion et mon goût de l'astrologie. Et ce soir en particulier, parce que ce soir, comme je l'ai dit, c'est un sujet qui est méga sexy, qui a méga le vent en poupe et dont j'ai hâte de vous parler. Donc, trêve d'introduction, on va rentrer dans le vif du sujet de la compatibilité. Et donc, j'espère que Zoom va me permettre de partager mon écran de façon tranquillou bilou. Merci pour votre patience pendant que je fais tout ça. Hop. Alors, normalement, vous me voyez bien. Oui, vous me voyez bien. Ok.
Donc, ce soir, comme je vous l'ai dit, on va parler de compatibilité amoureuse en astrologie. C'est quoi la compatibilité? C'est voilà les questions qu'on va se poser. C'est quoi la compatibilité? À quoi ça correspond la compatibilité dans un thème? Qu'est-ce que ça veut dire en fait la compatibilité dans un thème? C'est toutes les questions qu'on va voir ce soir. On va toucher un peu à la synastrie. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on utilise cet outil, comment est-ce que ça marche. Je ne vais pas évidemment rentrer dans le détail puisqu'on n'aurait pas le temps et que ça vaut le coup au moins de faire trois autres lives, mais je vais vous montrer un peu la mécanique et vous verrez en réalité que quand on comprend la mécanique, c'est assez intuitif. Donc on va voir tout ça, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais avant de vous parler d'astrologie, je veux d'abord vous parler d'amour. Oui, je veux vous parler d'amour parce que c'est lié en fait. C'est lié parce que je dis souvent quand on vient vers moi et c'est une des grosses questions qu'on me pose, c'est normal. On vient souvent vers moi en me disant mais oui, est-ce que je suis compatible avec telle personne? Est-ce que je suis compatible avec telle personne? Et etc. etc. Et ma première question, c'est toujours, d'ailleurs ma première réponse est toujours une question et c'est toujours mais compatible pourquoi? Parce que du coup, quand on n'a pas une définition en fait de ce qu'on veut, quand on ne sait pas concrètement ce qu'on veut, la compatibilité, ça n'a pas beaucoup de sens. Je vais rentrer dans le détail de ce que signifie en fait la compatibilité, mais en fait, avant même de parler de compatibilité amoureuse, il faut s'entendre sur c'est quoi en fait l'amour, de quoi est-ce qu'on parle, d'accord? Et en fait, beaucoup des questionnements que les gens ont tient au fait qu'en fait, ils n'ont pas une définition de l'amour qui leur permet de gérer leur situation. Et donc, ce soir, je vais vous donner une définition de l'amour, une définition de de ce dont on parle, en fait. Et c'est même pas de l'amour, en réalité, c'est le sentiment amoureux, parce que c'est deux choses différentes. Aimer, c'est un verbe. Aimer, ça veut dire considérer les intérêts de l'autre, comme on considère ses propres intérêts. C'est considérer les intérêts de l'autre. Aimer, c'est différent du sentiment amoureux. Quand on aime, on est actif. Quand on ressent quelque chose, on est dans une position passive. Et donc, les gens qui me demandent est-ce qu'on est compatible, etc. Ben, la première question, j'ai envie de dire, enfin la deuxième question plutôt, c'est, mais du coup, quand on parle d'amour, on parle de quoi? Si tu veux savoir est-ce que tu peux ou pas aimer cette personne, et ben aimer, c'est de l'ordre de ton choix, en fait. C'est toi qui choisis, est-ce que tu as envie de considérer les intérêts de cette personne ou pas? Est-ce que tu as envie d'aimer cette personne ou pas? C'est toi qui décides. C'est toi qui décides en ton âme et conscience, j'ai envie de dire, c'est toi qui décides. Mais est-ce que tu vas ressentir le sentiment amoureux suffisant pour pouvoir faire tenir cette relation? Ça, c'est autre chose et c'est justement du sentiment amoureux dont on va parler parce que quand on comprend le sentiment amoureux, eh ben, on comprend énormément de choses par rapport à nos relations. Et donc, il y a trois composantes essentielles, j'ai envie de dire, au sentiment amoureux et qui font qu'on ressent de l'amour pour quelqu'un. La première composante, elle est subconsciente, c'est-à-dire qu'on n'en a pas conscience, c'est l'attraction qu'on ressent pour quelqu'un. C'est-à-dire, ah mon Dieu, j'ai du désir pour cette personne, je veux cette personne. Ok, je veux cette personne, je veux inclure cette personne vers moi. Vraiment, c'est le geste de je veux ramener cette personne vers moi, je ressens du désir, je veux inclure cette personne, je veux la manger. C'est souvent des mots qu'on utilise. Je veux la manger, je veux la voir, je veux la désire, etc. Je veux avoir cette personne vers moi. C'est l'attraction, d'accord? Et ce phénomène, cette composante du sentiment amoureux, elle est complètement subconsciente. Et en réalité, d'où vient l'attraction? Je vais vous le dire, c'est tout simple. En réalité, l'attraction, elle vient d'énergies dont on n'a pas conscience et qui agissent au niveau subconscient et qui font qu'on a envie, qu'on est attiré vers cette personne pour nous permettre de prendre conscience de cette énergie. Donc, c'est un peu compliqué, mais grosso modo, c'est ce qui explique souvent pourquoi on dit que les opposés s'attirent, d'accord? C'est parce que en réalité, quand on est en opposition avec quelqu'un, c'est qu'il y a une partie de nous-mêmes qu'on a éteint et inclure cette personne dans notre énergie, c'est vraiment de l'ordre du domaine énergétique. C'est pour ça qu'on ressent du désir. C'est parce que c'est de l'ordre énergétique. C'est pas du tout intellectuel, l'attraction. C'est vraiment une question d'énergie. C'est cette personne a de l'énergie que je veux avoir en moi parce que cette énergie en moi, je l'utilise pas, j'en ai pas conscience. D'accord? Et donc, c'est vraiment les énergies qui s'appellent. C'est vraiment magnétique. C'est de l'ordre énergétique. C'est pas du tout intellectuel. C'est pas du tout quelque chose qu'on peut rationaliser. Enfin, si on peut le rationaliser dans une certaine mesure, on en parlera. Mais l'attraction, c'est un niveau subconscient.
Et donc, en réalité, ce qui se passe, c'est que plus on intègre des dimensions de nous-mêmes, c'est pour ça que plus on gagne en âge et en maturité, moins on est attiré comme ça tous azimuts, plus on intègre des parties de nous-mêmes, moins on ressent cette attraction, en fait. Parce qu'il y a moins de parties de nous qui agissent au niveau subconscient et qui font qu'on a envie d'aller dans le monde extérieur, aller chercher cette énergie. Comprenez? Et donc, la baisse d'attraction dans une relation, il faut vraiment se dire que ça n'a rien à voir avec l'autre, ça a à voir avec soi. Ça veut dire qu'on a évolué soi, en fait. C'est nous qui avons évolué. C'est pas la relation, c'est pas l'autre, c'est nous qui avons évolué. C'est pour ça qu'il y a cette baisse d'intensité, de désir, c'est parce que j'ai plus besoin de l'autre pour reconnaître cette énergie en moi. La deuxième composante, c'est l'appréciation. Et ça, c'est au niveau conscient, donc au niveau intellectuel. Voilà, j'apprécie une personne, je lui trouve des qualités, je lui trouve des défauts. Voilà, ce mix de qualités fait que je me dis, ah, ce serait bien de m'accompagner de cette personne-là, j'aime bien la compagnie de cette personne-là, etc., etc. Et ça, l'appréciation, ça se retrouve au niveau amoureux, évidemment, mais ça se retrouve au niveau amical, dans n'importe quelle relation. Voilà, il y a des gens qu'on apprécie et on apprécie ces personnes-là de façon consciente. D'accord? Et puis, il y a une dernière composante du sentiment amoureux et qui est la composante un peu magique que tout le monde veut avoir, qui est l'alchimie, qui est au niveau vraiment du corps et de l'âme, j'ai envie de dire, qui est de l'ordre de la préférence qu'on peut pas expliquer, un peu comme l'attraction, mais qui est différente. C'est-à-dire que quand on ressent de l'alchimie pour quelqu'un, c'est vraiment de l'ordre, j'allais dire, du corps et de l'âme, c'est qu'on a plaisir à être avec cette personne. Et vous observerez dans vos expériences personnelles que c'est tout à fait possible de ressentir de l'attraction pour quelqu'un sans qu'il y ait alchimie. C'est-à-dire que vous êtes hyper attiré par cette personne, et puis quand vous passez du temps avec cette personne, il n'y a pas du tout d'alchimie, en fait. C'est même pas que vous vous appréciez pas, c'est qu'il n'y a pas d'alchimie, la conversation n'est pas fluide, quand on s'embrasse, c'est nul, quand on couche ensemble, c'est nul. Enfin, vous voyez l'idée. J'ai pas besoin de vous faire un dessin. Quand il n'y a pas d'alchimie, on le ressent, c'est de l'ordre de la sensation. Et donc l'alchimie, c'est une composante essentielle du sentiment amoureux, parce que s'il n'y a pas d'alchimie, c'est un peu fade, quoi. D'accord. Mais il peut très bien y avoir alchimie sans attraction, c'est-à-dire que ça, c'est typiquement le genre de relation dont on se dit, franchement, j'aurais pas du tout pensé que cette personne-là, on se plairait, mais en fait, en passant du temps avec cette personne, je me rends compte qu'il y a une alchimie qui s'est créée. Ouais. Il peut très bien avoir alchimie sans attraction, il peut très bien avoir attraction sans alchimie, il peut très bien avoir alchimie sans appréciation au départ, c'est-à-dire qu'on peut se dire, mais je ne sais pas pourquoi je suis avec cette personne, mais il y a un truc, vous voyez. Il peut très bien avoir appréciation sans alchimie, enfin bref, vous avez compris. Parmi ces trois combinaisons possibles, parmi ces trois éléments, il y a plein de combinaisons possibles, mais quand il y a tout ça, ça crée des bases solides pour une relation de couple, parce qu'on se sent amoureux, on se sent in love, c'est-à-dire qu'on a tous les ingrédients pour nourrir des pensées positives dans la durée vis-à-vis de cette personne-là. C'est ça que ça veut dire être amoureux. Ça veut dire que je suis à même de nourrir des pensées positives vis-à-vis de cette personne-là dans la durée. C'est-à-dire que je pense positivement par rapport à cette personne et à chaque fois que je pense à cette personne-là, c'est des émotions positives qui en résultent et donc je me sens amoureux. Voilà. Et je sais, là, j'ai complètement démystifié le truc. On se dit l'amour, c'est magique. Mais en fait, c'est compréhensible. Et donc, vous allez voir le lien et pourquoi c'est important de comprendre ça vis-à-vis de l'astrologie, parce que du coup, ça fait que quand on va se lancer dans l'étude de la compatibilité, ça va, organiser, ça va avoir de l'impact sur la façon dont on travaille. D'accord ? Alors du coup, qu'est-ce que la compatibilité? Si je devais ramasser tout ça, une fois que je vous ai présenté les composantes du sentiment amoureux, la compatibilité dans ce contexte, c'est le fait que deux personnes vont déjà ressentent le sentiment amoureux, mais c'est pas seulement ça, c'est que les deux personnes vont pouvoir créer une relation. D'accord, elles vont pouvoir créer une relation, investir du temps dans cette relation, c'est-à-dire dans la création de la relation, en fait, c'est ça. Parce qu'une relation, c'est comme, une relation, c'est comme un business. Une relation, c'est comme n'importe quoi, en fait. C'est quelque chose qu'on crée, c'est-à-dire qu'on crée un couple, ou on crée une famille, on crée quelque chose, d'accord? Et donc, la compatibilité, c'est le fait que ces deux personnes-là vont pouvoir créer ensemble une relation, un couple, sans que ça leur coûte de l'énergie et du temps,
sans que ça leur coûte, c'est la même chose en réalité, sans que ça leur coûte de l'énergie et du temps, mais non seulement ça leur coûte pas, mais en plus de ça, ça leur rapporte quelque chose. C'est ça que ça veut dire la compatibilité. C'est que non seulement créer ce truc avec toi, ça ne me coûte pas, mais en plus de ça, ça m'apporte des trucs. C'est pas seulement que c'est neutre, mais c'est que ça m'apporte quelque chose. D'accord? Et ça, à partir du moment où ces deux conditions sont réunies, on peut dire, ah ben ces deux personnes-là sont compatibles. Parce que créer une relation entre elles, créer cette relation, eh ben, non seulement ça leur coûte pas quelque chose, mais ça leur apporte quelque chose, ça apporte quelque chose aux deux personnes. C'est ça que ça veut dire la compatibilité. Donc, on va voir du coup ensuite le lien avec l'astrologie. Ben, la première chose, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit sans que ça ne leur coûte quelque chose? Eh ben, ça veut dire que c'est facile pour la personne de dialoguer. C'est facile pour ces deux personnes-là de dialoguer. C'est pas compliqué, ça demande pas trop d'efforts, d'accord? Et donc, là, vous comprenez, pour celles qui touchent à l'astrologie, vous comprenez que ça nous parle de Mercure, ça nous parle d'ascendant, ça nous parle de pas mal de choses, surtout de Mercure, la capacité à dialoguer, en fait, facilement, à se comprendre. Il y a aussi, est-ce que les mêmes activités vont les nourrir? Ça, c'est important quand on crée une relation de couple. C'est-à-dire que quand on crée une relation de couple, on va passer du temps ensemble. Donc, est-ce que les activités qu'on va faire ensemble, ou les activités qu'on va faire en commun, ou la façon dont on va vivre, est-ce que ça va nous nourrir de la même façon? D'accord? Par exemple, faire la vaisselle pour quelqu'un, c'est genre horrible, et pour une autre personne, ça va être génial. Si ces deux personnes cohabitent et qu'elles sont amenées à faire la vaisselle régulièrement, c'est un exemple à la con qui me vient, excusez-moi, mais du coup, il y en a une pour qui c'est pas sûr que ces personnes-là soient compatibles, vous comprenez? Parce que les activités qu'elles vont avoir en commun ne vont pas les nourrir de la même façon, et donc du coup, il y a quelqu'un dans la relation qui sera un peu lésé en fait dans la dynamique. Dites-moi d'ailleurs pour les personnes qui sont présentes pendant que j'enregistre cette vidéo, n'hésitez pas à me dire, à me poser des questions et à me dire si c'est compréhensible ce que je dis ou pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre parce que c'est pas toujours simple à expliquer ces choses-là. L'autre dimension, je vous l'ai dit, c'est non seulement ça leur coûte pas de créer cette relation, mais en plus de ça, ça leur apporte quelque chose. Ok, donc est-ce quelles énergies finalement ils s'apportent l'un à l'autre? Qu'est-ce que la présence de la présence réciproque dans chacun de leur vie, qu'est-ce que ça leur apporte en fait? Cette personne, elle va nourrir quoi dans la vie de l'autre? Et puis, est-ce qu'il y a aussi la notion de timing qui est importante? Parce que on n'est pas les mêmes personnes à chaque instant de nos vies. Et donc, cette relation, qu'est-ce qu'elle vient apporter à ce moment précis de la vie de la personne? Et ça, c'est important, c'est vraiment hyper important parce que en tant que praticien de l'astrologie, nous, on a accès au timing des choses. C'est-à-dire qu'on est capable de dire aux gens, voilà en fait ce que cette année représente pour toi, voilà dans quel cycle tu es dans ta vie. Et donc on est capable d'apporter de l'information que personne d'autre ne peut apporter à la personne. C'est pour ça que je vous dis que les astrologues vont sauver les couples. On va sauver les couples parce qu'on est capable d'apporter ce degré d'information parce que y a des relations qui n'ont pas la même valeur à n'importe quel instant de nos vies. Il y a des relations qui, parce qu'elles arrivent à ce moment-là de notre vie, même si, a priori, sur le papier, on se dirait, mais en fait, on n'est pas compatible, ou j'ai l'impression qu'on n'est pas compatible, etc. En fait, la relation va venir tellement au bon moment dans la vie de la personne qu'elle représente tellement un point important à ce moment-là précis de la vie de la personne que du coup, ça vaut le coup d'investir dans cette relation. D'accord. Et donc, c'est hyper important, vraiment, j'insiste là-dessus, en tant que praticien de l'astrologie, on a vraiment accès à cette information-là. C'est génial, en fait, pour les gens, parce que du coup, ils vont pouvoir se dire, ah, ouais, en fait, ouais, peut-être qu'on n'est pas hyper compatible, mais en fait, là, en ce moment dans ma vie, cette personne-là, elle a quelque chose d'incroyable à m'apporter. Et puis, du coup, quand il y a rupture aussi, on est capable de se dire, mais oui,
en fait, cette période-là de ma vie est terminée et je comprends pourquoi cette personne-là, elle ne joue plus le rôle que j'aurais aimé qu'elle joue dans ma vie, etc. etc. Donc, c'est vraiment, je dis magique, pas au sens magique du foufou, mais magique au sens, c'est tellement bénéfique et précieux pour les gens que vraiment, Enfin, il y a tellement de choses que j'aimerais faire avec l'astrologie, mais ça, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur parce que je sais à quel point ça pourrait sauver des gens. Et donc, du coup, enfin, sauver des couples plutôt que sauver des gens. Et donc, du coup, quel est notre job dans tout ça? En tant que praticien de l'astrologie, quel est notre job dans tout ça? Notre job, c'est pas de dire à la personne, est-ce que tu ferais bien d'être en couple avec cette personne ou pas? C'est pas notre job. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour prendre la décision à la place de la personne. Parce qu'encore une fois, aimer, c'est une décision, c'est un choix. Et donc, la personne, elle peut décider, c'est à elle de décider si elle a envie d'aimer quelqu'un ou pas. Nous, c'est pas notre job de se substituer à ça et de dire, mais non, mais cette personne-là, il faut absolument que tu te mettes en couple ou au contraire, il faut absolument pas que tu te mettes en couple avec elle. Notre job, il est, je vais dire, il est multiple. La première chose qu'on peut faire, c'est rendre consciente l'attraction. C'est-à-dire que quand on se retrouve dans cette tempête de sentiments, de désirs qu'on ne comprend pas, le truc complètement irrationnel, les relations complètement dingues, je sais pas, je me retrouve en bas de cette personne à 3 heures du matin, ça ne me ressemble complètement pas. Donc on sait qu'on est dans de l'ordre du subconscient, d'accord? À partir du moment où on a des comportements complètement irrationnels comme ça, on sait qu'on est de l'ordre du subconscient. Et nous, notre boulot, en tant que praticien d'astrologie, ça va être de pouvoir expliquer à la personne, voilà en fait ce que représente cette personne-là, voilà d'où vient l'attraction en fait, subconsciente. Pourquoi c'est là, pourquoi c'est aussi puissant. D'accord? On est capable d'expliciter ça. C'est déjà pour les gens, c'est ouf d'expliciter ça, de rendre conscient ça. L'autre chose qu'on va faire, c'est qu'on va montrer les bénéfices de la relation et notamment les bénéfices de la relation à l'instant T. Et donc là, vous savez, je parle aux filles, à mes Cosmic Girls qui sont étudiantes avec moi, vous savez que du coup, pour savoir les bénéfices à l'instant T, il faut regarder les transits, il faut regarder la révolution solaire, etc., pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans la vie de la personne, quel est son cycle en ce moment et du coup, comment est-ce que la personne vient contribuer ou pas à ce cycle. Il faut partir du principe qu'il n'y a jamais de hasard de toute façon dans l'univers et que si ces deux personnes-là se rencontrent à l'instant T, il y a forcément une raison. Et donc, c'est notre job de comprendre la raison en fait. D'accord, sous-jacente et qu'est-ce que ça apporte à la personne. Donc, montrer les bénéfices de la relation. Et puis, j'allais dire, il faut aussi montrer le moins, c'est-à-dire il faut montrer les zones d'effort de la relation. Il faut montrer les endroits où c'est compliqué. Ah ouais, ça grippe parce que toi, tu as l'habitude de communiquer comme ça, mais en fait, lui ou elle a l'habitude de communiquer comme ça, etc., etc. D'accord ? Donc, montrer les zones d'effort. Et j'aime vraiment parler de zones d'effort parce qu'en réalité, on pourrait être compatible avec tout le monde. D'accord? En théorie, on pourrait être compatible avec tout le monde. C'est juste que ça va nous demander plus ou moins d'efforts. D'accord? Et donc, il faut avoir conscience des relations qui vont nous demander beaucoup d'efforts versus les relations qui vont nous demander moins d'efforts. Et c'est à la personne de prendre ses responsabilités et de dire, ah, ça vaut le coup pour moi de faire ces efforts-là. Et donc, elle va prendre ses décisions à partir des bénéfices que vous lui avez montrés, évidemment aussi. Mais c'est à elle de dire, oui, ça m'apporte beaucoup. C'est à elle aussi de dire, à ce stade-là de ma vie, en vrai de vrai, les efforts, ça vaut pas le coup. Ou à contrario, franchement, je suis à un stade de ma vie où je suis tellement j'en peux plus d'être célibataire, etc., etc. Je suis prêt ou prête à faire ces efforts pour une relation parce que vaut mieux ça qu'autre chose. Ok? Donc, c'est à la personne de dire qu'est-ce qu'elle valorise. D'accord? Et c'est pour ça que je dis compatibilité, compatibilité. Pourquoi? Parce que tout dépend de ce que la personne valorise et valorise à l'instant T. Et ça, c'est de l'ordre de l'individu. C'est pas de l'ordre de quelque chose qu'on peut observer dans un thème. C'est à la personne de vous dire, moi, voilà ce que je valorise. Vous pouvez lui dire, voilà, ça va t'apporter ça vis-à-vis de tes besoins affectifs avec Vénus, ou ça va t'apporter ça vis-à-vis de ton Saturne, etc., etc. Mais c'est à elle de dire, moi, je vais valoriser ça plutôt que ça.
D'accord? C'est la personne qui décide, c'est pas vous qui pouvez vous substituer à ça et c'est pas quelque chose que vous pouvez observer dans le thème, d'accord? C'est pas quelque chose qui est observable dans le thème. Ce que la personne décide de valoriser, le choix qu'elle va faire, c'est sa liberté et c'est pas dans son astrologie. Ok, j'espère que je suis claire. Et donc du coup, l'autre chose aussi qui est importante qu'on va pouvoir apporter, c'est préparer la personne à accueillir une relation et quel type de relation. Parce que là, je vous ai parlé de relations de couple, je vous ai parlé de relations de couple, j'allais dire, traditionnelles. Hein, voilà, on est ensemble, on est monogame et on est fidèle, etc. etc. Ben, c'est pas la même chose de se préparer, de vivre une relation de ce type versus vivre une relation polyamoureuse, etc., etc. D'accord? Et donc, encore une fois, c'est à la personne de vous dire, voilà moi ce que je veux et comment vous allez pouvoir la préparer à ça. Vous dire, ben oui, ben, en fait, si tu te lances dans une relation polyamoureuse, fine, voilà ce que ça représente pour toi, voilà ce que ça va nourrir chez toi, voilà ce qui risque d'être compliqué, etc., etc. Voilà comment tu vas pouvoir mieux communiquer tes besoins en amont, etc., etc. Notre job, encore une fois, c'est pas de dire aux gens ce qu'ils ont à faire, mais c'est de les aiguiller et de les préparer par rapport aux choix qu'ils veulent faire, en fait. Voilà, et j'insiste là-dessus parce qu'il y a beaucoup trop à la fois des gens, c'est-à-dire des clients potentiels qui viennent vers moi en mode prends la décision pour moi, dis-moi ce que j'ai à faire de ma vie, etc., etc. Et je vois malheureusement beaucoup de gens aussi sur Internet dire, ben voilà, je vais te dire s'il faut que tu quittes cette personne ou pas, je vais te dire si cette personne va te tromper ou pas, etc., etc. Ça, c'est entièrement faux. On ne peut pas le voir à partir d'un thème parce que c'est de l'ordre du choix de l'individu et le choix de l'individu, c'est comme la personnalité. Hein. C'est pour ça que je vous dis que l'astrologie, c'est pas fait pour étudier la personnalité des gens parce que c'est de l'ordre du choix de l'individu, c'est de l'ordre du libre arbitre de l'individu et ça se voit pas dans son thème. D'accord? Et puis surtout, c'est hyper, j'allais dire, disempowering, comment on pourrait dire en français? Désempouvoirant que de vouloir se substituer à la personne et prendre les décisions à sa place. Donc, j'ai envie de vous montrer, avant de rentrer directement dans la synastrie, j'ai envie de vous montrer comment est-ce que, euh, enfin, les différents cas de relations difficiles, c'est-à-dire les cas les plus récurrents, ce que j'observe de façon plus récurrente dans les gens et dans leur astrologie, qui font que les relations peuvent être difficiles, qu'elles vont demander de l'effort, d'accord? Le premier cas, c'est les ascendants opposés. Je vous en avais déjà parlé quand je vous ai parlé du thème de Meghan et Harry. Je vous en avais déjà parlé, je vous avais dit à quel point c'est des relations qui sont intenses et compliquées. C'est-à-dire compliquées dans le sens, il y a beaucoup de hauts, de bas, il y a beaucoup de... il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de, parce qu'il y a beaucoup d'attractions en fait. Il y a beaucoup d'attractions, il y a beaucoup de, on est beaucoup dans de l'ordre du subconscient. Et pourquoi on est dans de l'ordre du subconscient? Parce que justement, les ascendants opposés, pourquoi les ascendants opposés sont attirés comme ça l'un vers l'autre? Parce que c'est souvent une énergie qu'on a du mal l'énergie opposée à son ascendant, c'est souvent une énergie qu'on a du mal à mobiliser pour soi, parce qu'elle nous est opposée et donc du coup qu'on a tendance à aller chercher chez l'autre, d'accord? Mais c'est du coup hyper instable parce que ça amène souvent des relations de codépendance, c'est-à-dire que j'ai besoin de toi pour pouvoir vivre cette énergie. Si toi tu n'es pas là, je meurs et du coup je n'arrive pas à fonctionner tout seul, d'accord? Et donc là on a Meghan et Harry, c'est Meghan qui est ascendant Cancer, Harry qui est ascendant Capricorne. Will et Jada Pinkett Smith, Will est ascendant Gémeaux et Jada Pinkett est ascendant Sagittaire. Ça va souvent, c'est des relations qui ont beaucoup de up and down récurrents. Comme je l'ai dit, beaucoup de codépendance, beaucoup de difficultés à rompre du coup parce que du coup la codépendance est là. Et c'est des relations aussi qui vont avoir souvent des enjeux du style
je peux pas, étant donné que les ascendants sont opposés, c'est-à-dire que d'une certaine façon, les trajectoires de vie sont opposées, et ben c'est souvent, je peux pas réussir sans que toi, tu sois dans l'échec. C'est-à-dire que c'est souvent quand moi je me sens bien, toi tu te sens pas bien, et quand moi je veux me sentir bien, toi tu te sens pas bien. Vous voyez, ça va être souvent, ils vont souvent être miroirs comme ça, ce qui va souvent être source de conflit parce que ben ça va être j'en veux à l'autre de son succès parce que j'ai l'impression que quand lui est successful, moi je suis pas bien, etc., etc. Et bon, je vais pas rentrer dans les gossips de chacun des couples que j'ai présentés là ici, mais pour le coup, vous pourrez aller regarder par vous-même. Will Smith et sa femme, c'est beaucoup ça. Meghan et Harry, c'est beaucoup ça. On a du mal à réussir en même temps. C'est-à-dire que c'est soit on est down tous les deux en même temps, soit il y en a l'un ou l'autre qui se sent bien dans la relation, mais c'est difficile d'avoir les deux. C'est difficile d'avoir les deux qui sont heureux et bien avec eux-mêmes en même temps. D'accord. Donc les ascendants opposés, c'est des relations difficiles et donc j'allais dire la préconisation, là où notre rôle il va être important, ben, ça va être d'amener la personne à prendre conscience de ça et surtout de l'amener à elle développer son énergie qu'elle projette chez l'autre. C'est-à-dire que par exemple dans le cas de Meghan Markle et Harry, je vous en avais déjà parlé, que Meghan développe en fait son côté Capricorne, c'est-à-dire sa capacité à prendre les décisions pour elle-même, etc., etc., à lancer ses propres projets, etc., etc., et que Harry s'autorise sans forcément l'intervention de Meghan à exprimer ses émotions, ses sentiments, à prendre des décisions par rapport à ses besoins personnels et pas par rapport à son sentiment de responsabilité vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de la société. Pourquoi? Parce que s'ils n'ont pas conscience en fait de ça et qu'ils ne le font pas pour eux-mêmes, ça c'est un peu une bombe à retardement, je vous en avais déjà parlé, c'est-à-dire que c'est l'un qui reproche à l'autre ce qu'en vrai il avait envie de faire de façon inconsciente. Vous voyez. Donc, les relations ascendants opposés, des relations intenses, des relations qui ont beaucoup à apprendre aux deux parties, mais qui, du coup, sont source demandent beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie et des hauts et des bas récurrents. L'autre cas de relation difficile, c'est l'incompatibilité soleil-lune. Je dis toujours, comme si on posait la question 100 fois, mais je dis souvent quand on me pose la question que si je devais retenir un truc par rapport à la compatibilité, un truc facile à expliquer aux gens, c'est l'incompatibilité Soleil-Lune. C'est-à-dire que le Soleil et la Lune, c'est des planètes qui représentent nos énergies au quotidien, c'est-à-dire ce qu'on mobilise au quotidien. Le Soleil et la Lune, c'est tous les jours, d'accord? C'est pas comme Vénus, c'est pas comme Mars, c'est pas comme Jupiter, c'est vraiment ce qu'on incarne au quotidien, ce dont on a besoin au quotidien. Et donc, quand ça, c'est incompatible, quand on a des éléments qui sont incompatibles, c'est-à-dire que, par exemple, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Je vous donnerai des exemples après, mais là, par exemple, quelqu'un qui a une lune dans un élément terre et l'autre qui a son soleil dans un élément feu, vous voyez, terre, feu, c'est pas hyper compatible. Et donc, du coup, ça peut créer des tensions, en fait. C'est-à-dire qu'on peut avoir énormément d'appréciation l'un pour l'autre, on peut avoir énormément même d'attraction l'un pour l'autre, mais j'allais dire en termes d'alchimie, en termes de... Et même finalement avoir de l'alchimie, hein, c'est possible d'avoir ça, mais ça va gripper, ça va être compliqué parce qu'au quotidien, c'est difficile à vivre. Donc, je vous dis, c'est vraiment le genre de relation qui, à la longue, c'est le genre de personnes qui diront, non, mais à la longue, il me tapait sur les nerfs ou elle me tapait sur les nerfs parce que, en fait, au quotidien, c'est très pénible. Vous voyez, moi, j'aimerais que tu jettes les poubelles comme ça et en fait, toi, t'aimerais autre chose. Moi, j'aime écouter de la musique hyper forte alors que toi, t'aimes que la maison soit silencieuse, etc., etc. C'est des relations, quand il y a de l'incompatibilité Soleil-Lune, c'est des relations qui demandent beaucoup d'efforts.
Vous voyez, quand je vous disais qu'il y a des relations qui demandent plus ou moins d'efforts, ben, quand il y a de l'incompatibilité Soleil-Lune, ça demande beaucoup d'efforts. Et souvent, ça va être des couples ben, qui, parce qu'on s'apprécie, parce qu'il y a de la famille, parce qu'il y a eu de l'alchimie à un moment donné, ou parce qu'il y a eu de l'attraction à un moment donné, on va rester ensemble, mais au quotidien, ça va être difficile. Vous voyez, et j'ai donné l'exemple de Brad Pitt, Angelina Jolie, où finalement tout allait pour le mieux jusqu'à ce qu'on vive ensemble 24 heures sur 24. Et là, c'est tout le monde qui pète les plombs, on peut plus supporter. Brad Pitt, c'est quoi déjà? Donc, Brad Pitt, lui, il est Soleil Sagittaire et Lune Capricorne. Et Angelina Jolie est Soleil Gémeaux, Lune Bélier. Vous voyez, c'est pas des énergies méga compatibles. C'est pas hyper, c'est pas fluide, c'est pas, voilà, c'est pas des éléments qui coulent ensemble. Et donc au quotidien, ça peut être un peu dur, quoi. C'est-à-dire que Angelina Jolie, elle a envie de parler, voilà, Soleil Gémeaux, c'est moi, je vais apporter de la communication, je vais apporter du rire, je vais apporter de la légèreté. Avec la lune Capricorne de Brad Pitt, ben c'est pas spécialement ce qui le nourrit en fait au quotidien. Donc compliqué. Et inversement, la lune bélier d'Angelina, ben oui, à la limite, le soleil sagittaire de Brad Pitt, c'est feu et feu, ça peut aller, ça peut aller. Mais est-ce que c'est suffisant pour faire tenir une relation? Visiblement, non. Et donc, du coup, quand il y a de l'incompatibilité comme ça, soleil-lune, c'est très difficile comment dire, c'est très difficile à vivre pour la personne. C'est-à-dire que euh, enfin, c'est comme, enfin, ne pas pouvoir exprimer son soleil ou ne pas pouvoir être nourri, ne pas avoir sa lune nourrie, ne pas avoir ses besoins émotionnels, parce que la lune, ça représente les besoins émotionnels, ne pas avoir ça qui est nourri, ben, c'est difficile à vivre pour la personne et donc ça la rend extrêmement vulnérable et c'est pour ça que enfin, c'est des relations qui vont amener très facilement de l'infidélité, des choses comme ça, parce que ben, quand on n'est pas nourri affectivement dans la relation, et avec la lune, c'est vraiment c'est ce qui nous permet de nous sentir en sécurité. Vous voyez, c'est pas rien. Et donc, quand la personne ne trouve pas ça dans son couple, et ben, évidemment, ça la rend extrêmement vulnérable. Et c'est dans ce genre de situation que, ben, voilà, il y a souvent des infidélités, souvent des divorces houleux, du coup, parce que c'est très difficile à vivre de part et d'autre. Voilà. Et donc, quand bien même on aurait envie, en fait, ça devient assez difficile quand il y a de l'incompatibilité sur les lignes. Et puis, l'autre cas de relation difficile, c'est il n'y a pas l'alchimie, en fait, on ne se plaît pas. Et je vous l'ai dit, l'alchimie, c'est vraiment comment dire, c'est de l'ordre du corps et de l'âme, c'est vraiment du ressenti. C'est très difficile à observer dans un thème, à dire ça, c'est ça qui va faire l'alchimie. C'est plutôt multifactoriel. Et c'est pour ça que c'est intéressant de s'intéresser à la synastrie. Je vais vous montrer ça à l'instant. Parce que ben, c'est multifactoriel en fait. Il y a tout qui peut faire la magie et l'alchimie d'une relation qui fait qu'on s'entend bien, qui fait qu'on est en paix l'un avec l'autre, qu'on se sent en sécurité l'un avec l'autre. Et ça n'a rien à voir avec l'attraction et le désir. Vous voyez, c'est juste ta présence m'apporte, me nourrit à un niveau émotionnel, affectif et même à d'autres niveaux d'ailleurs. Ça peut être, ben voilà, j'aime quand on fait des projets ensemble, etc. Et ça. Enfin, mais c'est du coup multifactoriel. Il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu et c'est pour ça qu'il faut regarder la synastrie, il faut regarder l'étude des deux thèmes dans leur globalité pour voir s'il se dégage quelque chose en fait. Mais du coup, ce qui est beaucoup plus intéressant dans le cadre de ces relations difficiles, quand il n'y a pas d'alchimie, c'est du coup, qu'est-ce qui amène ces personnes-là à être ensemble? Qu'est-ce qui les fait se forcer en fait à rester ensemble? Et c'est là où ça devient intéressant de regarder le Pluton de chacun des parties, de regarder le Chiron de chacun des parties, de regarder le Saturne de chacun des parties pour voir mais qu'est-ce qui fait que ces personnes-là, malgré le fait qu'il n'y ait pas d'alchimie, elles ont quand même envie de maintenir cette relation. C'est plutôt ça qui devient intéressant en tant que praticien d'astrologie, c'est ça qu'il faut regarder. Qu'est-ce qui fait que ces gens ont envie de rester ensemble alors qu'a priori, il n'y a pas plus d'alchimie que ça. D'accord? Donc, c'est là où ça devient intéressant. Alors, je vais quand même vous montrer
la synastrie et vous montrer, c'est des cartes qui sont moches, hein. Je suis désolée. En plus, là, je suis allée sur AstroThème, et donc c'est des cartes qui sont vraiment, elles sont vraiment pas jolies à regarder. Mais bon, on va faire avec. Et donc, la synastrie, c'est donc l'art de composer, enfin, de comparer deux thèmes astrologiques entre eux. Et le but, c'est quoi? C'est de voir où est-ce que, j'allais dire, où est-ce que c'est même pas tellement où est-ce que les gens se nourrissent, mais c'est comment ces deux personnes se nourrissent l'une l'autre énergétiquement parlant. Qu'est-ce que toi, tu m'apportes et à quel endroit? Et qu'est-ce que moi, je t'apporte et à quel endroit? C'est ça que permet la synastrie et de voir du coup, est-ce qu'il y a des choses est-ce qu'il y a des choses qui se recoupent, est-ce qu'il y a des choses qui, comment dire, est-ce qu'il y a des points communs, et du coup, je vais rentrer dans le vif du sujet et vous montrer un peu avec l'exemple de ces deux thèmes, donc le mien et celui de Justin Timberlake, que vous verrez à quel point on est compatibles, à quel point il y a de l'alchimie possible entre lui et moi. Je déconne, mais c'est l'exemple qui m'est venu. Ne vous moquez pas de moi. Donc, du coup, l'étude du thème enfin, l'étude des deux thèmes, en fait, entre Justin Timberlake et moi, on va regarder ça ensemble rapidement pour que je vous montre comment est-ce qu'on interprète ça, qu'est-ce qu'on regarde, parce qu'effectivement, quand on voit ça, ça fait peur, hein, ça fait peur. Et donc, la première chose à regarder, c'est, du coup, vous voyez à l'intérieur du thème, enfin à l'intérieur le premier cercle, ce que vous voyez en bleu, c'est mon thème à moi. D'accord? Donc, vous connaissez mon thème maintenant par cœur, je pense, tellement j'en parle en long, large, en travers. Donc, tout ce qui est en bleu, c'est mon thème à moi. Et donc, vous voyez mon ascendant ici dans le signe poisson, donc assez avec le signe poisson. Et puis, mon descendant de l'autre côté dans le signe vierge. Vous voyez aussi mon milieu du ciel dans le signe sagittaire. Et vous voyez mon descendant en bas dans le signe Gémeaux. Enfin, ce que vous voyez en bleu et à l'intérieur, c'est mon thème à moi. Le thème de Justin Timberlake, c'est ce qu'il y a en rouge. Et donc, son ascendant à lui n'est pas dans le signe Poisson. Son ascendant à lui, il est dans le signe Lion, à droite. D'accord? Et son milieu du ciel n'est pas dans le signe Sagittaire comme moi, mais dans le signe Taureau ici. D'accord? Que vous puissiez bien lire et situer la carte, parce que du coup, c'est pas dans le même sens. D'accord? Mais ce que ça permet de voir, c'est que ça permet de voir, du coup, quels sont les points de contact, en fait, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que ces énergies m'apportent à moi et qu'est-ce que mes énergies lui apportent à lui? Où est-ce que mes planètes sont situées dans son thème à lui et où est-ce que ces planètes sont situées dans mon thème à moi? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il vient nourrir chez moi, en fait? Dans quelle maison se trouvent ces planètes? Dans quelle maison à moi se trouvent ces planètes à lui? C'est-à-dire que ça vient vraiment nourrir, du coup, il vient, quel domaine de ma vie il vient impacter. Ça, c'est la première information qu'on a envie de voir quand on regarde la synastrie, c'est OK, du coup, mais qu'est-ce qui vient nourrir chez moi? Et puis, on va commencer par le principal. Je vous dis souvent, l'élément le plus important dans le thème, c'est l'ascendant. Donc, où est-ce que mon ascendant tombe dans son thème et où est-ce que son ascendant tombe dans mon thème? Et donc, mon ascendant, poisson, tombe dans sa maison 8 à lui, qui est dans le signe poisson. Donc, qu'est-ce que je viens nourrir? Je rigole toute seule. Qu'est-ce que je viens nourrir chez Justin Timberlake? Et j'avais même pas préparé avant, et du coup, je suis morte de rire toute seule. La maison 8, ça représente quoi? Ça représente l'intimité. Donc en termes de relations, c'est pas mal. C'est l'intimité, c'est la sexualité, c'est pour ça que je rigolais. C'est la sexualité, la fusion des énergies, etc., etc. C'est ça que représente. C'est aussi la capacité à être transformé par l'autre, la maison 8. Et donc moi, avec mon énergie poisson, mon énergie instinctive poisson, je viens taper directement dans
la maison des relations pour Justin Timberlake. Donc ça, c'est cool. On a ça, hein, on a ça de bien. Mais du coup, où est-ce que son ascendant vient qu'est-ce qui vient nourrir chez moi? C'est-à-dire, qu'est-ce que lui, dans quelles énergies, en fait, quelle énergie il apporte? Parce que l'énergie de son ascendant, c'est vraiment l'énergie qui est moteur dans sa vie, son énergie instinctive. Qu'est-ce que ça vient nourrir chez moi? Moi, ça tape dans ma maison 6. Donc là, c'est beaucoup moins cool, hein, le boulot, le quotidien. Mais en même temps, bon, le quotidien, c'est-à-dire qu'au quotidien, moi, j'ai besoin de retrouver de l'énergie lion au quotidien. Lui, il m'apporte ça. Donc, c'est quelqu'un, par exemple, si on me posait la question de est-ce qu'on est compatible pour vivre ensemble? Oui, parce que pour le coup, pour vivre ensemble, la maison 8 et la maison 6, ça, c'est intéressant. Vous voyez. Par contre, le côté moins cool, c'est que l'énergie lion, ça vient taper sur mon nœud sud à moi, c'est moins kiffant. Mais c'est son nœud nord à lui. Donc ça aussi, ça nous parle d'alchimie possible. Mais je m'avance un peu trop, donc je ne dis rien. Mais du coup, donc nos ascendants. Donc c'est la première chose qu'on regarde. Ok, notre énergie instinctive, etc. Et puis, ce que je vous ai dit, c'est l'autre chose qu'on regarde, c'est la compatibilité Soleil-Lune. Son Soleil vient nourrir quelle dimension chez moi et sa Lune vient nourrir quelle dimension chez moi et vice versa. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il a le Soleil dans le signe Verseau, il a le soleil dans le signe Verseau. Décidément, on est vachement compatibles. Hein. J'avais même pas fait attention. Je comprends parce que Justin Timberlake est mon amour de jeunesse. Et donc, je comprends pourquoi du coup. Parce que du coup, son énergie de soleil Verseau vient taper directement dans ma lune à moi, qui est Verseau. Donc ça, c'est cool. Compatibilité soleil-lune, de mon côté en tout cas, ça vient nourrir ma lune, ça c'est intéressant. On va regarder de son côté à lui, où est sa lune? Sa lune est dans le signe, elle est dans le signe Sagittaire. Elle est dans le signe Sagittaire et du coup, lune Sagittaire dans la maison 5. Pour moi, si ce n'est mon milieu du ciel et ma Vénus quand même, mais c'est pas l'énergie que je viens je lui apporte pas énormément d'énergie Sagittaire parce que mon soleil à moi, mon soleil Balance, ça vient taper chez lui dans sa maison 3 autour de Jupiter et Saturne et Pluton. C'est pas méga compatible. C'est pas méga, c'est intéressant, mais c'est pas méga compatible. Okay. Donc ça nous permet, je vous ai dit, on veut regarder le tableau large. Et le tableau large, c'est l'ascendant, le soleil et la lune. Et donc là, il y a des éléments positifs et des éléments bof. À moi de faire mon choix. À moi et Justin Timberlake, du coup, de faire mon choix. Si je suis à la recherche de quelqu'un qui vient nourrir, parce que je suis dans une phase de ma vie et c'est fou les synchronicités. Hein. Je suis morte de rire parce que du coup, ma révolution solaire est dans le signe Sagittaire. Donc, je suis dans le cycle Sagittaire, justement. Je suis dans un cycle Sagittaire, c'est-à-dire que je suis amenée pour ma révolution solaire, donc de mon anniversaire à mon anniversaire, pour les personnes qui ne connaissent pas comment fonctionne la révolution solaire, à nourrir l'énergie Sagittaire. C'est la grosse thématique de ma vie, c'est ma carrière, mon accomplissement, etc. etc. Et si c'est ça que je priorise et que je valorise, mon travail, une relation avec Justin Timberlake, c'est pile ce qu'il me faut, parce qu'il vient nourrir à la fois mon milieu du ciel, donc avec la forte dimension Sagittaire, et il vient en plus de ça nourrir ma maison 6, qui est la maison du quotidien. Donc, si jamais je devais rencontrer Justin Timberlake maintenant et qu'il était célibataire et whatever, ce serait the best man ever pour moi parce qu'il vient à la fois nourrir la dimension émotionnelle avec le côté Verseau, mais en plus de ça, nourrir des énergies qui sont hyper importantes pour moi dans cette dimension, dans ce moment de mon cycle. Je suis morte de rire tout ça parce que je me dis je vais devoir assumer de mettre cette vidéo sur YouTube et de façon publique. Ensuite, je suis morte de rire.
Mais du coup, vous voyez ce qu'on regarde, ok? Comment on va pouvoir faut que j'arrête de rigoler. Comment est-ce qu'on va pouvoir regarder en fait et comparer les thèmes de deux personnes pour pouvoir se dire, ah ok, voilà ce qu'elles viennent nourrir l'une pour l'autre, voilà du coup ce que la relation apporte en termes d'énergie, puisque c'est ça qu'on veut à travers une relation, on veut nourrir une certaine énergie. Qu'est-ce que ces personnes-là viennent nourrir en termes d'énergie l'une pour l'autre, et du coup, ben, poser ça sur la table et amener la personne à se positionner et à dire, ben, oui, moi j'ai envie de ça parce que c'est important, c'est ce que je valorise en ce moment dans ma vie. Ou à contrario, non, bof, j'ai pas spécialement envie d'une relation comme ça, ou j'ai pas envie d'une relation qui demande beaucoup d'efforts. En termes d'efforts aussi, j'en ai pas parlé, mais vous pouvez aussi regarder Mercure. Est-ce que les Mercures sont très différents ou au contraire se parlent bien? Donc, je vois mon Mercure à moi vierge. Je ne vois pas le Mercure de Justin Timberlake. Il y a... Ah, ben c'est des Mercures opposés, c'est marrant ça. Il y a Mercure dans le signe poisson ou Mercure verso, j'ai du mal à lire. Ça a l'air d'être dans le signe poisson. Et donc, je me fais rire toute seule. Et donc, c'est des Mercures opposés, donc des difficultés de communication, vous voyez. Donc, on pose tout ça sur la table et on amène la personne à prendre conscience de tout ce qu'il y a sur la table et l'amener à se positionner, à se dire, ben voilà, voilà là où ça va demander des efforts, voilà ce que ça va rapporter. Est-ce que tu as envie? Et du coup, est-ce que tu as envie ou est-ce que tu n'as pas envie? Et pour quelles raisons, etc., etc. Mais voilà à peu près, voilà comment ça marche. Alors, je vais regarder parce que j'ai vu qu'il y avait une question. Ah, mais j'adore. Donc, on me demande si, à quand des sites astrologiques du 21e siècle avec un meilleur design, eh ben, je l'attends, hein. J'espérais, moi, enfin, je m'étais dit, mais il y a tellement de choses que j'aimerais faire par rapport à l'astrologie, donc je pense qu'il me faudrait 50 vies, mais j'aimerais bien que quelqu'un, si jamais il y a un développeur ou une développeuse, quelqu'un qui s'y connaît en informatique, qui aurait envie de travailler là-dessus pour faire en sorte qu'on ait des outils un peu plus design, un peu plus qualitatifs pour pouvoir travailler. Je ne peux que l'encourager parce qu'on en a vraiment besoin. Mais du coup, vous voyez, bon, c'est pas très beau, c'est pas très visuellement sexy à regarder, mais en termes d'information, c'est exceptionnellement riche parce que vous pouvez voir ben, de, toutes les zones à la fois de beauté d'une relation et les zones qui demandent un peu plus d'effort dans la relation. Et c'est ça qu'il faut regarder essentiellement. Voilà. Donc j'ai tout dit, je pense, sur la compatibilité amoureuse en astrologie. Qu'est-ce qu'on observe, qu'est-ce qu'on laisse de côté, parce que comme je dis, c'est beaucoup d'informations, donc il faut savoir quoi regarder. Voilà, je vous laisse là-dessus. C'était un plaisir, comme d'habitude, de vous donner ces cours-là. Et donc la semaine prochaine, je m'en tiendrai au planning que j'avais prévu, à savoir parler de coaching pour chacun des milieux du ciel. Si d'ici là, vous avez des envies, des désirs, des choses que vous aimeriez qu'on regarde, n'hésitez pas à m'en parler, à m'écrire sur Instagram surtout. Enfin, vous savez où me contacter, à laisser un commentaire, etc., etc. Ce sera un plaisir pour moi de partager le savoir astrologique. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée, une belle pleine lune, parce qu'au moment où au moment où je fais cette vidéo, c'est la pleine lune. Donc, belle pleine lune à vous et à très vite.